C'était le duo le plus célèbre d'Hollywood, mais aussi celui qui suscitait le plus de rumeurs. De l'amitié inhabituelle entre un artiste blanc puissant et une star noire audacieuse, au chuchotement sur les motivations, la sexualité et le pouvoir caché au sein du Rat Pack, les ragots n'ont jamais cessé. Frank Sinatra a toujours été silencieux, mais juste avant de mourir, il a prononcé une seule phrase. Une phrase qui a laissé ses proches sans voix et qui a poussé les étrangers à tout remettre en question. Ce n'était pas une excuse, ce n'était pas une confession. C'était une affirmation, comme seul Sinatra pouvait le faire. En 1941, dans les coulisses du Michigan Theatre de Detroit, un jeune chanteur charismatique du nom de Frank Sinatra entre dans la salle de repos. Il est le chanteur principal du Tommy Dorsey Orchestra, une étoile montante de la musique américaine. Ce soir-là se produit également le Will Mastin Trio, un groupe noir peu connu dont fait partie Sammy Davis Jr., âgé de 16 ans. Pendant l'entracte, Sinatra et Davis partagent un sandwich. C'est la première fois qu'ils se parlent et, à partir de là, un lien se crée. Depuis l'enfance, Davis était un grand fan de Sinatra. Il conservait tous les articles écrits sur Sinatra dans un cahier séparé pour les montrer à sa grand-mère. Non pas à cause de sa célébrité, mais parce que Davis a reconnu en Sinatra quelque chose que les artistes noirs de l'époque ne pouvaient pas avoir. Le pouvoir scénique, le droit de s'exprimer et le droit d'être respecté. Tu me fais sentir que le printemps est là, et chaque fois que dans un contexte de racisme encore présent partout en Amérique, avec des théâtres, des hôtels, des restaurants clairement divisés entre les blancs et les personnes de couleur. Il n'était pas courant qu'un artiste comme Sinatra prenne l'initiative de s'asseoir pour manger, discuter et se montrer amical avec Davis. Dans les années 1940, les deux hommes n'ont pas travaillé ensemble, mais l'influence de Sinatra sur Davis s'accroît discrètement. Lorsque Davis est incorporé dans l'armée en 1944, il est confronté de plein fouet au racisme. Battu, menacé et traité comme un être invisible, Davis a choisi d'utiliser son talent d'artiste pour se défendre. Il devient un amuseur pour les soldats, non pas pour gagner de l'argent, mais pour apaiser la haine. Pendant cette période, Davis a regardé et revu le court-métrage The House I Live In, dans lequel Sinatra apparaissait et appelait les Américains à éliminer les préjugés raciaux. Pensez-vous que si votre père l'avait su à temps, il aurait préféré mourir plutôt que de prélever le sang d'un homme d'une autre religion? Auriez-vous voulu qu'il meure? Votre mère aurait-elle voulu qu'il meure? Le film a remporté un Oscar d'honneur et est devenu un symbole de l'esprit progressiste de l'époque. Pour Davis, il ne s'agissait pas seulement d'une œuvre, mais d'un message personnel qui, selon lui, s'adressait à lui. Après sa libération et son retour sur scène avec le trio Will Mastin, Davis continue de suivre de près les moindres faits et gestes de Sinatra. Il ne cache pas qu'il imite la façon dont Sinatra s'habille, marche et se coiffe, non pas pour copier, mais pour apprendre. Car pour Davis, c'était le modèle de l'artiste qu'il voulait devenir. Il n'est pas lié par la couleur de la peau, il n'est pas lié par l'espace, et il est capable d'atteindre n'importe quel public grâce à son véritable talent. C'est également à cette époque que des liens sociaux commencent à se tisser entre les artistes célèbres. Sinatra devient un nom recherché à Hollywood et à New York. Davis n'est encore qu'une figure mineure du vaudeville noir, mais son respect pour Sinatra ne s'est jamais démenti. À son tour, Sinatra commence à remarquer que Davis est un jeune artiste doté de capacités particulières. En 1947, Sinatra se produit au Capitol Theatre de New York, l'une des salles les plus prestigieuses d'Amérique. Lorsqu'on lui demande qui il veut pour ouvrir la soirée, Sinatra nomme le trio Will Mastin, qui comprend Davis, mais il ne se contente pas de les présenter. Sinatra exigea un cachet 5 fois supérieur à celui du groupe, une demande inhabituelle que le théâtre dut accepter afin de conserver sa tête d'affiche. Ce déplacement a immédiatement exposé Davis à un public blanc qui n'était pas familiarisé avec les artistes noirs, voire qui s'en méfiait. Ce n'était pas seulement une performance, c'était un bond en avant dans son parcours pour s'affranchir des frontières invisibles. 7 ans plus tard, lorsque Davis est victime d'un grave accident de voiture en 1954, perdant son œil gauche et s'effondrant physiquement et mentalement, Sinatra prend en charge ses frais médicaux. Davis n'a aucune idée de l'endroit où il ira lorsqu'il quittera l'hôpital. Sinatra l'a appelé et lui a dit de venir à Palm Springs, chez lui. Pendant cette période, la petite amie de Sinatra à l'époque, Cindy Bays, a dû le convaincre d'aller à l'hôpital.
Il avait peur de l'odeur des hôpitaux. Mais il l'a fait. Et lorsque Davis était si déprimé qu'il pensait à mourir, c'est Sinatra qui l'a maintenu en vie. Davis dira plus tard, « Quand j'ai perdu mon œil, le premier endroit où je suis allé a été la maison de Frank à Palm Springs, parce que je n'avais nulle part où aller. » Cette phrase n'avait pas besoin d'être embellie, car elle disait tout. C'est à cette époque que Davis commence à se produire de manière plus indépendante. Il gagne l'attention des critiques et du public. Mais pour s'établir véritablement dans le monde du spectacle, il doit être présent à Las Vegas, le plus grand centre de divertissement du pays à l'époque. Mais Las Vegas était encore une ville profondément ségrégée. Les artistes noirs comme Davis pouvaient se produire dans les grands casinos, mais devaient dormir dans les zones réservées aux Noirs à l'extérieur du centre-ville. Cela dure des années, jusqu'à ce que Sinatra commence à faire entendre sa voix. Il refuse de se produire dans des lieux qui ne permettent pas à Davis de séjourner dans le même hôtel. Il a exigé que la direction de l'hôtel Sands laisse Davis séjourner dans la même chambre, faute de quoi le spectacle serait annulé. Sands s'est exécuté, et cette décision a créé un précédent. Dès lors, Davis n'est plus un inconnu à Las Vegas. En 1958, Davis se retrouve au centre d'une controverse lorsqu'il commence à fréquenter l'actrice blanche Kim Novak. Cette relation s'est heurtée à l'opposition farouche du studio et du public, en particulier dans les États où les mariages interraciaux étaient encore interdits. Certaines sources affirment que Sinatra s'est levé pour protéger Davis des pressions exercées par Columbia Pictures, où Kim Novak était une star, et qu'il se serait adressé directement au directeur du studio pour calmer la situation. Bien que l'étendue de son implication ne soit pas tout à fait claire, le fait que Davis n'ait pas été exclu d'Hollywood au milieu de la tempête suggère que l'influence de Sinatra a formé un solide cercle de protection. La même année, le Rat Pack est formé, un groupe d'artistes comprenant Sinatra, Davis, Dean Martin, Peter Lawford et Joey Bishop. Le groupe s'appelait à l'origine le Clan, mais Davis s'opposa à l'association avec le Ku Klux Klan. Sinatra accepta de changer le nom en Rat Pack, mais en tant que leader du groupe, Sinatra laissa toujours à Davis l'espace nécessaire pour s'exprimer, bien que parfois avec des blagues sur la couleur de sa peau ou sa façon de parler. Nombreux sont ceux qui pensent que le Rat Pack a utilisé Davis comme un dur à cuire pour attirer l'attention. Mais pour les observateurs de longue date, Davis n'a jamais été mis de côté. Il était considéré comme faisant partie intégrante de la structure du Rat Pack, et c'est Sinatra qui a créé cette position. Certains suggèrent également que Sinatra avait un plan, que l'intégration de Davis n'était pas seulement une question d'amitié, mais aussi un moyen de se présenter comme progressiste et non raciste, et de gagner ainsi l'admiration des élites intellectuelles et de gauche d'Hollywood. Ces théories ne sont pas totalement déraisonnables, surtout si l'on considère les actions politiques ultérieures de Sinatra. Mais s'il s'agissait d'un stratagème, Davis en a profité, en bénéficiant d'opportunités, d'une célébrité et d'une protection que peu d'artistes noirs de l'époque ont eue. Pendant plus d'une décennie, Sinatra ne s'est pas contenté de protéger Davis des critiques. Il lui a aussi ouvert la voie. Il ne s'agissait pas d'une promesse, ni d'un contrat, mais d'une série d'actions concrètes et cohérentes, en coulisses et sur scène. Et c'est ce qui a fait de leur amitié quelque chose de plus qu'un simple artiste et un mécène. Mais la proximité entre les deux hommes commence à créer des fissures, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Rat Pack. La plaisanterie et les excuses ont duré des mois. À l'apogée du Rat Pack, ces spectacles à Las Vegas étaient considérés comme l'épicentre de la culture américaine du divertissement. Les membres du groupe ne se contentent pas de jouer de la musique, ils jonglent aussi avec l'humour et plaisantent constamment, donnant au public l'impression d'entrer dans une fête intime et non scénarisée. Sammy Davis Jr., avec ses talents de musicien polyvalent, était le facteur le plus brillant sur scène. Mais c'est dans cet espace que le déséquilibre entre lui et les autres membres a commencé à se manifester clairement. Davis était souvent la cible de blagues raciales. Sinatra et Dean Martin le traitent parfois de Smokey, ou font des blagues sur la couleur de sa peau, sa voix, voire son physique, sous les lumières de la scène. Davis riait, réagissant comme si cela faisait partie du spectacle. Le public rugit, la presse parle d'une camaraderie sans faille, et les promoteurs continuent d'exploiter la formule pour en faire un succès. Mais en coulisses, Davis n'est pas toujours à l'aise. Dans la communauté afro-américaine de l'époque, en particulier parmi les militants des droits civiques, Davis est de plus en plus critiqué.
Les gens l'appelaient « Oncle Tom », un terme désignant une personne noire prête à se plier en quatre et à subir des humiliations pour plaire aux Blancs. Des articles publics ont demandé pourquoi Davis, un artiste célèbre, se laissait ridiculiser à une époque où le pays tout entier luttait contre les préjugés raciaux. Davis n'a pas répondu. Il continue à monter sur scène, à se produire avec le Rat Pack, mais à l'intérieur, les conflits commencent à s'accumuler. En 1959, les tensions atteignent un point d'ébullition. Davis participe à une émission de radio appelée The She Show à Chicago. Dans cette interview, il parle de Sinatra, le loin comme un mentor de la première heure, tout en critiquant son comportement grossier et irrespectueux dans certaines situations. Les commentaires parviennent rapidement à Sinatra. La réaction est presque immédiate. Sinatra s'est mis en colère et a appelé Davis en utilisant des mots qui, selon les initiés, étaient racistes. Davis est immédiatement renvoyé du film du Rat Pack, Never So Few. Dans les mois qui suivent, toutes les portes que Sinatra peut contrôler sont fermées à Davis. Davis tente de s'y racheter. Il s'est excusé auprès de Sinatra dans des lettres, par le biais d'intermédiaires et en personne. Il refuse de le rencontrer. Ce n'est qu'après l'intervention de Dean Martin et la médiation de Peter Lawford que Sinatra accepta de réintégrer Davis, avant le début du tournage d'Ocean's 11. Mais leur relation n'a jamais été tout à fait la même. Davis a compris qu'il avait besoin de Sinatra, non seulement pour son travail, mais aussi pour ce qu'il représentait. Dans une interview donnée des années plus tard, Davis a admis qu'il avait dépassé les bornes et dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais il a également laissé derrière lui une phrase révélatrice. « Je sais qui commande et je sais à quoi m'en tenir ». Ce moment marque un tournant dans la perception publique de la relation Davis-Sinatra. Il ne s'agit plus d'une relation romantique entre deux amis qui franchissent les barrières raciales. En réalité, le pouvoir est toujours entre les mains d'une seule partie. Ed Davis, aussi talentueux soit-il, doit faire attention à la façon dont il exprime ses opinions s'il veut conserver sa place dans le groupe. Des années plus tard, les membres du Rat Pack se souviennent parfois de l'incident, sans entrer dans les détails. Mais selon Peter Lawford, c'est à cette époque que Sinatra était le plus exigeant et le plus dur avec Davis, et Davis lui-même encaissait tout tant qu'il avait la chance d'être sur scène avec le groupe. Après la querelle radiophonique de 1959, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. entrent dans une nouvelle phase de leur relation. Plus réservés, moins ouvertement émotifs. Leurs actes n'en sont pas moins éloquents. Bien qu'il se soit fâché en écartant Davis d'un film important, Sinatra l'a laissé revenir dans le Rat Pack, montrant ainsi que les limites entre l'amitié et le pouvoir au sein du groupe n'étaient pas négociables, à condition que Davis sache les respecter. Des alliés silencieux. Au début des années 1960, les deux hommes se sont fortement impliqués dans le mouvement des droits civiques. Sinatra use de son influence pour organiser un concert de bienfaisance en faveur de Martin Luther King Jr. au Carnegie Hall en 1961, un événement sans précédent dans le monde du spectacle. Au Carnegie Hall en 1961, un événement sans précédent pour le grand public. Davis, aujourd'hui reconnu au niveau national, s'est également produit et a collecté des fonds lors d'autres événements. En coulisses, les deux hommes ont fait pression sur les hôtels et les casinos de Las Vegas pour qu'ils embauchent davantage d'employés noirs et mettent fin à la ségrégation dans les services et l'hébergement. L'une des actions les plus concrètes a été menée au Sands Hotel, où le Rat Pack se produisait régulièrement. Lorsqu'un couple noir se voit refuser l'entrée en raison de la couleur de sa peau, Sinatra interrompt le spectacle et demande à la direction de changer sa politique si elle veut qu'il poursuive son contrat. En conséquence, l'hôtel modifie ses règles et n'interdit plus aux Noirs l'accès à la salle de spectacle. Davis a assisté à toute l'affaire, n'a rien dit publiquement, mais a déclaré plus tard dans une interview. « Frank n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je l'ai vu faire. » Lorsque John F. Kennedy a été élu président en 1960, Sinatra et Davis ont tous deux été de fervents partisans. Sinatra a usé de toute son influence pour rallier Hollywood aux côtés de Kennedy. Davis, quant à lui, devait se produire lors de l'investiture du président. Mais lorsque la nouvelle du mariage de Davis avec l'actrice blanche Mae Britt a été rendue publique, Kennedy a annulé sa prestation sans explication. Les conseillers craignaient que cette image n'affecte négativement sa position politique dans les États du Sud. Davis était dévasté. Il n'a pas dit grand-chose.
Mais selon ses amis proches, il avait l'impression d'avoir été exclu du jeu qu'il avait contribué à construire. Sinatra, tout en continuant à soutenir Kennedy, s'est progressivement éloigné de la Maison-Blanche après l'incident. Selon certaines sources, il n'a jamais pardonné à Kennedy le traitement qu'il avait réservé à Davis. Les relations de Sinatra avec la première famille se sont refroidies à partir de ce moment-là. Là encore, Sinatra n'a rien dit, mais a choisi de se retirer. En 1963, lorsque le fils de Sinatra, Frank Sinatra Jr., a été kidnappé, Davis a été l'une des premières personnes à être à ses côtés. Au milieu du chaos, Davis est resté en contact avec le Rat Pack, aidant la famille Sinatra à garder le moral pendant les recherches. Il n'y a pas eu de déclaration publique de remerciement, ni de photos publiques, mais les initiés ont confirmé que Davis était toujours là. C'est dans ces moments d'intimité que leur relation a montré sa vraie nature, sans prétention, sans parole. Dans les années 1970, Sinatra change d'orientation politique, passant de démocrate à républicain. Il devient plus discret sur les questions raciales, tandis que Davis continue à participer à des programmes appelant à l'égalité, même si les deux ne prennent pas leur distance. Même en 1972, lorsque Davis suscite la controverse en embrassant le président Richard Nixon lors d'un événement public, ce qui provoque un tollé dans la communauté noire. Sinatra est celui qui lui conseille de vivre avec ses choix. Quelques années plus tard, alors qu'ils n'étaient plus dans la fleur de l'âge, ils se sont retrouvés dans une situation très éloignée des projecteurs. En 1987, le fils de Dean Martin, l'autre frère du Rat Pack, meurt dans un accident d'avion. Davis était traité pour un cancer du larynx et Sinatra était en mauvaise santé. Mais ils acceptent de se réunir pour une tournée internationale avec Liza Minnelli. Beaucoup ont dit que c'était la dernière réunion du Rat Pack, bien que leur voix ne soit plus tranchante, que leur pas ne soit plus décisif. L'esprit qui les animait était toujours aussi clair. Rester ensemble jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se tenir debout. Déclaration tacite. Le 16 mai 1990, Sammy Davis Jr. décède d'un cancer du larynx, mettant fin à une carrière de plus de 60 ans, celle d'un des artistes noirs les plus influents de l'histoire américaine. Peu après l'annonce de la nouvelle, Frank Sinatra a annulé toutes ses représentations de la semaine et s'est envolé pour la Californie. Lors des funérailles, il ne s'est pas contenté de s'asseoir au premier rang. Il était porteur du cercueil. Lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer, il a simplement déclaré qu'il était difficile de résumer en quelques mots une amitié de plus de 40 ans. « J'aurais aimé que le monde puisse connaître Sammy comme je l'ai connu. » Des années plus tard, des chercheurs et des journalistes ont commencé à revenir sur les moments clés de la vie des deux hommes. L'une des sources les plus citées est le mémoire Sammy Davis Jr., A Personal History with My Father, 2014, écrit par la fille de Davis, Tracy Davis. Tracy y raconte que son père a toujours été reconnaissant à Sinatra de lui avoir ouvert la porte, lui donnant l'opportunité de sortir du côté obscur de la ségrégation, mais qu'il s'est aussi senti en conflit avec les blagues, la pression et le contrôle tacite qu'il a subi pendant leur temps ensemble. Davis comprenait que cela faisait partie du prix à payer pour être au même niveau que les artistes blancs, surtout à une époque où un faux pas pouvait ruiner toute une carrière. Sinatra n'a pas fait d'autres déclarations sur Davis dans les dernières années de sa vie. Après 1990, il s'est largement retiré de la scène. Sa santé déclinante limite ses apparitions publiques. À sa mort, le 14 mai 1998, 8 ans jour pour jour après celle de Davis, les journaux ont présenté leur relation comme le témoignage d'une amitié qui transcendait les préjugés, la politique, la race et les ragots de l'industrie. Les documents du FBI publiés après la mort de Sinatra ne mentionnent aucun conflit interne sérieux entre les deux hommes. Sinatra n'a jamais exprimé de remords pour son comportement à l'égard de Davis, et il n'existe aucune preuve tangible d'une relation amoureuse entre les deux, comme certaines rumeurs l'ont suggéré. De telles histoires, allant de l'orientation sexuelle à la dynamique du pouvoir, existant en grande partie dans les zones grises de l'imagination du public, sans aucune trace dans les enregistrements actuels. Ce qui permet de croire que Sinatra a confirmé son amitié avec Davis ne vient pas des mots, mais de la façon dont il s'est toujours comporté pendant plus de 50 ans. Il pouvait être colérique, contrôlant et grossier, mais il était aussi celui qui défendait Davis quand il en avait besoin. Il ne démentait peut-être pas les rumeurs, mais il ne laissait jamais Davis seul lorsqu'il était attaqué.
Et s'il y a eu des périodes de tension, la distance entre eux n'a jamais duré très longtemps. La relation entre Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. n'a peut-être jamais été définie par une seule déclaration. Mais cela n'a pas d'importance. Car les derniers mots de Sinatra lors des funérailles de Davis, « I wish the world had known Sammy like I did », étaient sa façon de confirmer que derrière tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été rumeur, tout ce qui avait été discuté, il ne restait qu'une seule chose, le respect et la véritable amitié. Si vous trouvez mémorable